chacun pour Bonsoir. présenter vos compétences. On va démarrer la deuxième table ronde aujourd'hui, intitulée Toujours derrière les nuages, impossible au jardin, de Gilles Clément. Nuages, c'était le titre de son livre. Alors il devait être avec nous ce soir. Gilles, un petit problème de santé lui empêche de venir jusqu'à nous, mais il nous a quand même écrit une petite note que je vais lire. On est à Paris, on est le 11 juillet 2025, cette pluie dont nous avons tant besoin. Je pensais pouvoir en parler à certainement épuisé à la table ronde du dimanche. Ayant des soucis de santé, je suis dans l'obligation de renoncer à cet échange qui m'aurait bien intéressé. Je m'adresse donc à tous les autres participants pour leur faire savoir que je pense bien à leur importante participation sur ce sujet fondamental, l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Mais pour ne pas détruire la qualité de cet élément de base, il est nécessaire de changer de mode de vie. Cette question porte à la fois sur les pratiques techniques de l'usage de l'eau et sur les modèles culturels du rôle de l'eau. Une fontaine doit-elle être uniquement un décor? Un golfe doit-il avoir le privilège d'être le seul terrain arrosable en période sèche? Etc. Comment stocker l'eau sans la disqualifier? Savons-nous interpréter le rôle des nuages? Pour quelles raisons ont-ils tant de formes, de volumes et de couleurs différentes? A-t-on fait des progrès sur la lecture du ciel de notre biosphère depuis 1802, date de la première nomenclature des nuages par Lamarck, visionnaire du jardin planétaire, sans le savoir? Premier théoricien de l'évolution, 50 ans avant Darwin, le transformisme. Pourquoi est-il maintenu dans l'ignorance? Peut-on faire pleuvoir? Peut-on se permettre d'ensemencer des nuages sans prendre de risques écologiques et sanitaires? Pour quelles raisons a-t-on inventé l'ensemencement des nuages? Pour faire décoller les avions de la Deuxième Guerre mondiale à Londres. Le fog ne permettait pas la vue. Il n'y avait pas de radar, il fallait rendre invisibles les espaces d'atterrissage et de décollage, il fallait faire tomber l'eau au sol. Pour faire la guerre, on est capable d'inventer n'importe quoi. Serions-nous capables d'inventer une pratique de l'usage de l'eau simplement pour vivre et non pour tuer? Vaste sujet. Avec mes meilleurs sentiments, Gilles Clément. Alors, je me permets de compléter ce texte. J'ai écrit une biographie de Gilles Clément et Gilles parle... ça fonctionne là, vous m'entendez? Mettez votre main sur le micro. Ah oui, il ne faut pas que je mette ma main sur le micro, c'est une bonne remarque, merci. Donc j'ai écrit ce texte et à un moment, évidemment, dans cette biographie, Gilles parle du moment où il a écrit ce livre sur les nuages. Et donc je voulais recontextualiser un petit peu cette histoire. Donc on est le 18 septembre 2004, Gilles est au Havre, à bord du Monteverde, un cargo porte-conteneur de 200 mètres de long, marchandises inconnues. Destination Valparaiso. Le terrien s'apprête à passer 30 jours en mer. Une passion soudaine pour l'océan? Pas exactement. Il a un rendez-vous professionnel au Chili. Mais pourquoi s'y rendre en bateau? Pour explorer le ciel du jardinier, contempler comme Baudelaire les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Dans son sac, un carnet de dessin et un cahier d'écriture. Il y a deux citations. La première, qui est issue de son livre Nuages. « Je suis venu aux nuages, un jour au-dessus de la Manche, saisi par l'étrangeté d'un tapis uniforme, ondulé, scintillant, dessinant des lignes à l'infini vers un point imaginaire, au-delà des mers et des continents, en un monde inconnu, immédiatement à notre portée, si lointain cependant. » Fin de citation. Il continue, Gilles, il dit « Je voulais écrire ce livre sur un bateau car on traversait les tropiques et 4 ou 5 zones climatiques différentes. Le cargo partait d'un climat tempéré par le Gulf Stream pour arriver dans un pays où le courant froid de Humboldt longe la côte ouest jusqu'à l'équateur et crée le désert d'Atacama. C'est intéressant d'avoir les clés de la météo. Il faut arrêter de penser le climat à l'échelle locale. Ce qui nous arrive ici se décide à l'autre bout du monde
ou en tout cas à l'échelle planétaire. Ces cirrus, fin de citation de Gilles, ces cirrus, stratus, cumulus ne sont pas que des microscopiques gouttes d'eau ou de cristaux de glace, ils recèlent aussi des pollens, produits polluants, grains de poussière, de sable, de suie. Alors quand les pluies se déversent sur nos têtes et nos champs, l'eau n'est pas toujours une bénédiction. Gilles déchiffre l'alphabet du ciel, celui que le chevalier Jean-Baptiste Lamarck avait exploré plus de 2 siècles auparavant. C'est le père de la météo, s'exclame-t-il. Avant tout le monde, il avait nommé les nuages, mais il a eu le tort de ne pas le faire en latin. Lamarck propose en effet en 1802 la première classification scientifique des nuages, mais c'est le système de Luke Howard adoptant le latin, dont la terminologie est toujours utilisée aujourd'hui, qui l'emportera en 1803. Dernière citation du livre de Gilles qui s'appelle « Dans la vallée ». Un nuage n'est pas un simple agglomérat de gouttelettes de H2O. Chaque élément en suspension contient une impureté qui le qualifie biologiquement. Tout ce que nous jetons en l'air nous retombe dessus. Un nuage peut nous tuer ou nous sauver la vie. Tout dépend de ce qu'il contient. Voilà. Merci. On va demander à Frédéric Basset, qui vient de rendre hommage à Gilles Clément, de se présenter elle aussi à nous. Je crois que tu préfères te présenter toi-même. Tu veux que je le fasse? Oui. Bon. Alors, nous nous connaissons comme journaliste, autrice de plusieurs livres, toujours très pédagogiques, sur certains destinés aux enfants, sur les bons rapports à entretenir avec l'eau en particulier, un autre sur l'autonomie alimentaire, un livre, outre le livre que tu citais tout à l'heure, Les 4 saisons de Gilles Clément, qui est un très beau livre pour faire connaissance avec tous les aspects de la pensée et de la pratique de Gilles Clément, et puis un livre récent qui s'appelle Les herbes folles du jardin de Gilles Clément, que tu as écrit autour de tout un répertoire des plantes qui poussent dans la vallée où se trouve sa base, son domaine, celui dans lequel il a tant expérimenté et accueilli aussi de jeunes chercheurs et moins jeunes, bien sûr. Donc, te voici avec nous pour parler de jardin partagés, des sols, de ce que tu voudras. D'autonomie alimentaire. D'autonomie alimentaire, oui, avec nos autres intervenants. Alors, je vais citer en deuxième Vincent Lefebvre, parce que vous deux, vous étiez déjà dans la table ronde d'hier. Donc, voilà, priorité à Vincent. Mais Vincent, je peux peut-être te laisser dire toi-même, nous te connaissons bien comme agriculteur bio, céréalier, expérimentateur, passionné par tout ton travail dans ta ferme de la Trancherie, mais tu peux en ajouter parce que je sais que tu as une activité coopérative importante. Oui, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous et un grand merci d'être parmi vous et d'être parmi vous également. Je suis très content de pouvoir échanger sur la thématique de l'eau. Peut-être pour mieux me présenter, j'ai 4 petites diapos, si ça vous va, comme ça vous verrez un peu la diversité des activités que je peux essayer de porter. Donc mon activité principale, c'est celle d'être agriculteur. Donc je suis un peu le local, je pense, des interventions. Je suis basé à Saint-Fargeau, donc à 10 km ici, toujours dans la petite région agricole de la Puisée. Bon, la ferme se situe entre le lac du Bourdon, pour les locaux, entre le lac du Bourdon et le château de Saint-Fargeau. Et je voulais juste vous dire que la Puisée, c'est une belle région. Oui. Et que voilà, c'était un plaisir de revenir. Donc moi, je suis né sur la ferme. C'est mes parents qui sont arrivés de Picardie dans les années 80. Et j'ai passé une enfance merveilleuse en Puisée. Et donc, quand il a été un peu un projet de réflexion, notamment de famille avec ma compagne, on s'est dit que c'était quand même le meilleur endroit. Voici la photo de la ferme.
ce qui permet aussi de vous rappeler quels étaient les usages de la pusée, ou quels sont encore les usages de la pusée. Hein. C'est beaucoup de sylviculture, parce que c'est des sols qui sont difficiles, donc beaucoup d'arbres, on le voit encore sur cette photo. Et puis historiquement du bocage, de l'élevage, qui s'est transformé pour une grande partie des surfaces en grande culture, comme ça a pu être le cas chez moi. Et aujourd'hui, moi je suis passionné par la grande culture, donc je continue à avoir cet usage de grande culture chez moi. Mais je me questionne beaucoup sur mon système parce que je n'ai pas d'élevage et ce serait bien plus cohérent d'avoir de l'élevage sur la ferme. Donc ce qui est peut-être important à voir aussi, c'est que c'est une ferme qui est en bio depuis les années 80, donc je remercie mes parents de m'avoir initié à ça. C'est un mode, peut-être qu'on en parlera peut-être dans les débats, mais la bio pour moi c'est vraiment le modèle d'agriculture durable où on réfléchit d'abord agronomie, on réfléchit d'abord le sol, on réfléchit la santé, on réfléchit des choses très larges, très systèmes, très complexes. Et moi c'est ce qui me passionne dans mon métier. J'ai une ferme qui est assez grande, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que j'espère qu'on sera encore plus nombreux à l'avenir, c'est ça l'objectif, j'espère qu'on aura une ferme qui vivra, donc notamment de l'élevage. Et mon objectif, moi en tant que paysan, c'est de développer un système de production qui puisse me faire vivre et vivre ma famille, mais vous le verrez après, c'est aussi, la pusée est compliquée pour la grande culture, donc essayer de s'adapter à cet environnement sous contrainte. Et j'ai aussi beaucoup d'attrait sur la filière ou les filières biologiques et notamment qualitatives. Donc ça c'est mon premier un peu, enfin c'est ce qui m'anime le plus on va dire, c'est le métier d'agriculteur. Je vous l'expliquerai peut-être aussi tout à l'heure, mais je suis devenu meunier, notamment par le fait de m'intéresser à l'adaptation des variétés locales à la puisée. Et donc il a fallu un jour choisir un moyen de trouver une filière pour valoriser mon travail de recherche et développement, et j'en suis devenu meunier. Quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est que je suis très impliqué dans des structures collectives. Donc là, je cite la COSEBI et l'Union Biosemences. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on est paysan, on est souvent seul et avoir un lien collectif, c'est essentiel. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et sans rentrer dans le détail de ce que c'est, mais on pourra en parler aussi prochainement, c'est aussi défendre des valeurs de la bio en étant impliqué collectivement avec d'autres agriculteurs. Et faire avancer les filières et essayer de faire avancer un peu les modèles de pensée également. Et le dernier point sur lequel je passe aussi beaucoup de temps, c'est que je fais beaucoup d'activités de recherche sur ma ferme qui émanent du fait qu'avant j'ai eu un parcours dans la recherche. Sans rentrer dans le détail, en fait, ce qui m'a plu dans la recherche, c'est notamment de s'affronter, enfin, essayer de comprendre la complexité du vivant. Et j'en ai tiré 3 enseignements, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs, je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans les changements qu'on est en train de faire, qu'on voit actuellement. Et moi, ma thèse à porter sur ça, c'est qu'en fait, on a bien mis en avant que les agriculteurs étaient les premiers à être source d'innovation, c'est-à-dire qu'ils sont créatifs pour faire face à du nouveau. Ils sont aussi capables d'adapter aussi des pratiques en étant impliqués dans des systèmes de processus participatifs. J'ai eu un attrait fort sur la biodiversité. La biodiversité, c'est tout, c'est l'essentiel, c'est ce qui va faire fonctionner un système. Mais c'est également très complexe, donc très difficile à toucher et à comprendre. Et le dernier enseignement de ce travail de thèse, c'est que j'ai vraiment eu à cœur de développer des méthodes. Et aujourd'hui, j'en développe encore beaucoup sur la ferme. Ce qui m'intéresse, moi, d'abord, c'est le comment avant de savoir le résultat. Finalement, c'est le cheminement qui me semble être le plus important que le résultat qu'on pourrait obtenir. Voilà, c'était un peu ce que j'avais prévu pour me présenter. Je ne sais pas si ça... c'est bien, c'est très bien. Ça lance tout. Merci. Et donc, vont se présenter ensuite Suzanne et Hervé, que certains connaissent donc déjà depuis hier. On commence par Suzanne et on finit par Hervé, et c'est Hervé qui peut-être nous parlera dans les premiers tout à l'heure. Mais je suis artiste et je suis coprésidente de l'association du mouvement d'alliance avec le peuple Castor. Et aujourd'hui, je vais parler de Castor et agriculture. Les castors et agriculture, les castors sont de très bons agriculteurs. Les castors arboricoles. Et ça, ce sont des muscardins. J'imagine que vous les connaissez par ici. Ils sont minuscules. En Corrèze, on était envahi de ratopiers, des centaines de milliers d'individus par hectare quelquefois. Et quand les ratopiers ont commencé à être régulés, on a vu les muscardins revenir. Quelques dizaines de couples par hectare. Je ne sais pas quelle relation il y a exactement entre muscardin et ratopier. Le muscardin fait partie des espèces protégées chez nous.
mais que quand le muscardin revient, c'est que l'écosystème se comporte bien. Les muscardins m'ont appris cette chose importante que je veux témoigner avec vous, que la vie est belle. C'est à peu près tout ce qu'il faudra retenir de tout ce que je vais vous dire. Donc, j'ai été agronome, ingénieur. Je n'ai pas fait de thèse, mais après, j'ai été ingénieur de recherche et j'ai travaillé pour des instituts privés à mettre au point des formes d'agriculture parmi les plus compétitives qu'on puisse avoir sur Terre. Je suis devenu un spécialiste des productions hors sol. Et un beau jour, cette nature contre laquelle j'avais constamment lutté parce que c'est dur de vivre, il faut lutter, on lutte tout le temps. Un jour, j'ai découvert quelque chose de très différent. C'est que la vie est belle, justement. Et ça a complètement changé ma vie au point que j'ai abandonné mon ancien métier et que je suis devenu franciscain, un disciple de saint François d'Assise. Et je garde dans mon cœur, bien sûr, le monde d'où je viens, ce monde agricole, et celui du vivant. Et je réfléchis, j'explore le monde sur la façon de mieux vivre avec la nature, et pas que contre elle. Et donc, ce que je voulais vous proposer, pour parler de l'eau, c'est de prendre un point de vue un peu particulier, qui est celui des champignons. J'ai beaucoup travaillé sur les champignons, notamment sur les champignons mycorhiziens, ceux qui vivent en symbiose avec nos plantes cultivées. Mais vous savez bien que les champignons sont liés à l'eau. Je crois qu'on est dans un pays où la récolte des champignons est une activité importante. Dès qu'il y a une pluie, j'ai cru entendre dire que les bourgs se vidaient et que les gens exploraient les campagnes aux alentours. Oui, la pluie fait venir les champignons. Leurs destins sont intimement liés. Mais qu'en est-il du contraire? Est-ce que les champignons font tomber la pluie? Et donc, c'est un des aspects qu'il m'a été donné d'étudier. Vous connaissez ces champignons, on a vu les chapeaux tout à l'heure, mais l'essentiel du champignon est contenu dans ce qu'on appelle du mycélium. C'est ces petits filaments complètement microscopiques qui, là, tournent autour des racines, explorent le sol et constituent une trame excessivement importante qui, dans les sols forestiers, donne ce merveilleux parfum de champignons, de sol noir en même temps et moelleux sous les pieds. Voilà, le noir, le moelleux, l'odeur de champignons, tout ça, c'est dû à l'action des champignons dans les sols forestiers. Ces champignons sont les maîtres de l'eau. Car un champignon, contrairement à un animal ingère sa nourriture pour la digérer à l'intérieur. Et lorsqu'on a mangé du taboulé, comme à midi, si le taboulé n'avait pas été recouvert d'une abondante et délicieuse sauce, on aurait eu peut-être du mal à l'ingérer. On comprend que pour bien digérer, il faut que les aliments soient dilués, soient dans de l'eau. Mais le champignon, comme il digère ce qui est autour de lui, a besoin de faire venir l'eau partout où il vit. Et c'est ce que l'on voit dans cette coupe microscopique où on voit des filaments de champignons. Et vous voyez qu'autour, ils sont dans une gangue d'eau. Et les champignons sont capables de transporter de l'eau de là où elle existe, quelquefois des profondeurs du sol, mais quelquefois d'une petite mare, jusqu'à là où il vit, là où il a quelque chose donc à manger. On a vu des champignons transportés sur 150 mètres de distance de l'eau. On a vu d'autres champignons remonter de 50 mètres de profondeur de l'eau de nappe profonde. Les champignons sont les maîtres de l'eau. C'est eux qui vont constituer la réserve en eau du sol, mais c'est eux qui vont faire que, après un grand orage, l'eau ne ruissellera plus à la surface. Ils sont tellement avides d'eau que tout de suite ils l'attirent à eux. Vous avez tous remarqué que lorsqu'on marche dans une forêt juste après la pluie, eh bien les chaussures restent propres. Alors que la même chose dans mon champ, combien de fois je me suis fait gronder parce que je suis rentré avec les bottes trop boueuses.
dans mon champ cultivé, il n'y a pas la diversité de tous ces champignons forestiers. Vous voyez, et c'est un des éléments qui peut nous orienter sur la façon de concevoir le monde de demain. Ce monde pourra-t-il se passer de champignons? Je crois que non. On a besoin d'eux parce que je crois que ce sont vraiment les maîtres de l'eau. Et cette maîtrise, il amène beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. Voyez-vous, ça c'est une coupe microscopique de ces petites lames, lamelles qu'on a dans les champignons, dans lesquelles on voit qu'il y a des grands sacs qu'on appelle des asques, où se forment les fameux spores des champignons. Ces spores sont reliés à la terre. Ces spores sont hydrophiles. Elles ont besoin d'eau pour germer. Mais que se passe-t-il lorsque l'orage arrive, qu'il y a de l'électricité dans l'air, que la touffeur, que la moiteur arrive? Les champignons libèrent leurs spores, qui, en se coupant de la base du chapeau, deviennent hydrophobes. Soudainement, sont comme métamorphosées, et, alors qu'elles étaient avides d'eau, deviennent phobiques de la présence d'eau. Alors que l'orage arrive, c'est tout à fait surprenant. Vous avez tous remarqué qu'une goutte d'eau qui tombe est parfaitement ronde. On les représente quelquefois comme des traits, ça c'est parce que la prétinence sur la rétine, ça reste imprimé un petit peu plus longtemps. Mais les enfants les représentent en forme de goutte. Non, non, une goutte d'eau est parfaitement rond. Le rond, la sphère, est la forme la plus aérodynamique qui existe. Imaginez ce qui se passe lorsque les spores du champignon de tout à l'heure rencontrent une goutte d'eau. Vous voyez la petite spore à l'extrémité de mon doigt? Elle est minuscule, vous ne pouvez pas la voir, mais à cette échelle-là, la goutte d'eau est grosse comme mon poing. La goutte d'eau descend vers la spore de champignon, et là, que va-t-il se passer? Eh bien, rien. La goutte d'eau est tellement aérodynamique que la spore va être déviée, comme un flocon de neige qui passe au-dessus du pare-brise de la voiture, va être déviée pour se retrouver à l'arrière de la goutte. Mais à l'arrière de la goutte, il y a eu un courant d'air, donc un petit vortex, qui fait que la goutte va être comme aspirée vers le haut, va monter vers les hauteurs, va monter vers les lumières. Et de goutte d'eau en goutte d'eau, mes petites spores de champignons vont arriver jusque dans les nuages d'orage qui se préparent. Ces nuages qui sont pleins de foudre, pleins d'électricité. Et là, comme un choc électrique, ces spores qui étaient devenus hydrophobes redeviennent hydrophiles. Et comme nous l'a expliqué Gilles Clément dans ce merveilleux texte, chaque goutte d'eau va commencer à se former à partir d'une petite impureté. Mais les spores du champignon, parfaitement hydrophiles, vont être des noyaux de condensation d'une force extravagante qui va faire que les gouttes d'eau vont se former et retomber quelques centaines de mètres plus loin, entourées d'une goutte d'eau. Vous voyez, les champignons sont capables de faire tomber la pluie. Arrivés dans les nuages, quelquefois, ces petites spores peuvent arriver jusque dans les grands vents comme les jet streams ici qui parcourent la Terre à de grandes distances et vont disséminer ces spores un petit peu partout sur Terre. Ce qui fait qu'il m'est arrivé de trouver en Amérique du Nord des girolles, la vraie girole de la puisée, dans les montagnes rocheuses de l'Amérique du Nord. Ces spores de ces girolles avaient probablement pris le jet stream pour arriver jusque-là. Tout à fait fabuleux. Mais imaginez-vous que tous les champignons font des spores. Prenez juste une coupe de fruits en train de pourrir, émettant donc des spores. Je me suis amusé à calculer la quantité d'eau qui pourrait être générée par les spores d'une coupe de fruits en train de moisir. À vrai dire, j'avais fait les calculs sur une salade qui moisit. Eh bien, elle a de quoi ensemencer quasiment l'intégralité d'un cumulonimbus. Ces grands nuages qui font les orages. Avez-vous imaginé le poids d'un nuage? Vous voyez, quand il tombe 30 mm d'eau, simplifions les choses, 10 mm d'eau dans un orage, sur 10 km², ça fait donc 10 litres par mètre carré, ça fait 100 000 litres
par hectare, ça fait 100 000 fois, 1000 fois plus, 10 000 fois plus, donc 10 millions de litres, donc ça fait 10 millions de tonnes d'eau pour les 10 km² que fait ce nuage. On ne peut plus mettre ça à l'échelle des bassins de piscines olympiques. Ça représente près d'un millier de ces piscines-là. Le poids d'un nuage est tout à fait phénoménal. Et là-dedans, il y a ce qu'il faut pour créer les gouttelettes d'eau d'un nuage entier. Heureusement que tous les spores n'arrivent pas jusqu'en haut des nuages. Heureusement qu'elles sont mangées notamment par les limaces. Car si les limaces n'étaient pas là, mais nous vivrions sous l'eau, dans un déluge permanent. Et d'ailleurs, c'est bien connu. Les limaces ayant mangé les spores de champignons et empêché les nuages de nous inonder, font advenir les merveilleux arcs-en-ciel qu'elles prennent probablement comme un message de leur Dieu qui leur dit qu'elles ont bien travaillé en mangeant tous les champignons. La vie est belle. Et merci aux limaces. J'ai tendance à beaucoup parler, je voulais prendre encore un petit exemple, toujours dans ce merveilleux texte de Gilles Clément et du chevalier Jean-Baptiste de Lamarck qui a décrit les nuages. Rappelez-vous qu'ils sont allés au Pérou, ce fameux désert de l'Atacama, cet endroit où il fait si sec, où il ne pleut pas, où il y a une pluie significative qu'une fois tous les 6, 7 ans, 8 ans, quand le phénomène El Niño sévit. Autrement, il ne pleut jamais. Et pourtant, là-bas poussent des cactus qui sont recouverts d'une pilosité d'art, même quelquefois très féroce. Mais cette pilosité a cette capacité de capter l'eau atmosphérique. Aujourd'hui, des tas de gens créent des filets pour capter l'eau des nuages qui va se condenser. Aujourd'hui, des villes au Maroc sont quasiment entièrement alimentées par l'eau que peuvent capter ces plantes aussi, et peut-être de façon plus efficace que les filets des nuages, que les filets que l'on utilise. Et cette pilosité, donc on appelle ça un trichome. Le trichome est capable de capter l'eau, de le re-rentrer dans la plante et de faire que ces cactus vont se gorger de toute cette eau. Une autre façon de capter de l'eau. Vous voyez sur ces trichomes ces poils. Il faudra qu'on plante des cactus pour capter l'eau du ciel. N'avez-vous pas remarqué que dans notre flore existe plein de plantes poilues, ou dont la face inférieure est recouverte d'une fine pilosité? J'en connais une particulièrement, pour qui je voue un vrai culte, c'est la ronce. Cette ronce mal aimée est pourtant capable de capter la rosée aussi efficacement que les cactus d'Atacama. Toujours dans ce même désert, le prosopis, un arbre qui pousse sans eau. Est-ce que cela peut exister? Est-ce que cela peut exister? Je ne sais pas. La preuve que oui. Des personnes en ont planté une forêt entière. Une forêt sans eau. Peut-on planter? Peut-on faire vivre des arbres sans les arroser? Et vous voyez, c'est là que tout s'inverse. On dit qu'il faut de l'eau pour faire pousser des forêts, mais la forêt est capable de faire venir l'eau à elle. Et ça par un stratagème tout à fait remarquable. Lorsqu'on coupe une feuille de cette plante et qu'on la regarde au microscope, on la voit comme équipée de cristaux, que l'on sait être de l'oxalate de calcium, un produit assez rude ou rugueux. On m'avait toujours dit que si certaines plantes avaient ces cristaux d'oxalate de calcium, c'est pour que les vaches ne les mangent pas parce que ça leur use les dents. Mais imaginez-vous que ces cristaux-là, comme les cristaux que l'on met dans les agents desséchants que l'on met pour dessécher des pièces, ces cristaux ont la capacité de capter l'eau.
Et quand on voit où sont situés ces cristaux, vous voyez qu'ils sont systématiquement accrochés à des vaisseaux du bois. Des vaisseaux dans lesquels va circuler la sève. Et donc ces cristaux sont capables de capter l'eau atmosphérique et de la faire pénétrer dans la sève de la plante. Et contrairement au cactus, le prosopis ne peut pas stocker de l'eau à l'intérieur de lui. Et cette eau même va le contraindre d'une façon assez phénoménale, parce que si sa sève se retrouve diluée par de l'eau, eh bien, c'est comme un pastis noyé dans l'eau. Ça perd un petit peu de son sel. Et donc, en fait, l'autre miracle de cette plante, c'est qu'elle est associée au niveau de ses racines avec un champignon. Et on en revient à nos merveilleux champignons. Celui-ci est un champignon que l'on appelle endomycorrhizia. Vous voyez là une radicelle, ce n'est pas celle du prosopis, excusez-moi, mais à l'intérieur, on voit les vaisseaux du bois. Les mêmes vaisseaux qui sont connectés aux cristaux tout en haut, les cristaux qui captent l'humidité. Et donc d'un côté, l'eau pénètre dans la sève, et de l'autre côté, par les racines, ce champignon-là est capable de sortir l'eau de la sève et de la restocker dans le sol. De l'eau qui ne tombe pas, de l'eau qu'il y a juste dans l'atmosphère, ce que l'on appelle de la vapeur d'eau, est ainsi captée par des plantes alors qu'il n'y a pas de pluie dans ces pays-là. Encore faut-il qu'il y ait la capacité de capter l'eau, la capacité de la faire circuler dans la plante, la capacité d'un champignon qui puisse la diffuser, et ensuite la capacité d'un autre champignon dans le sol, le tout premier que nous avons vu, qui est capable de la stocker. Et avec les champignons, nous arrivons à concevoir de tout nouveaux écosystèmes. Mais là arrive une grande limite de tout ce système-là. C'est que quand on regarde à l'échelle de la planète, comment sont répartis ces champignons qui permettent ce miracle-là, vous voyez que dans les zones tropicales, là c'est en rouge, 100% des champignons sont capables de faire cela. Et dès que l'on monte vers le nord, alors les zones qui sont en blanc, c'est parce qu'on n'a pas fait de mesure, tout simplement. C'est pas qu'il n'y a pas de champignons, mais c'est qu'on ne sait pas. Et quand on arrive en Europe, eh bien vous voyez qu'on est dans du bleu, dans du verdâtre. On a simplement 10 à 15% des champignons qui sont capables de ce prodige-là, en Europe. Alors que vous voyez, en Mandchourie, au Japon, comme en Amérique, 50% simplement sont des champignons, enfin 50% des champignons sont déjà capables d'accomplir ce prodige. Pourquoi on attend de retard? Simplement, c'est Francis Allais qui nous l'explique, qu'à chaque glaciation, toute la vie s'effondre sous nos latitudes. Et qu'à chaque réchauffement, la vie reprend à partir de cœurs de vie, de lieux dans lesquels il y a beaucoup de biodiversité. Et nous, le cœur de vie sur lequel on est accroché est constitué justement par toute la zone d'Afrique centrale et un petit peu de l'Éthiopie. Et que pour arriver jusqu'à nous, tous ces champignons doivent aujourd'hui franchir un désert, le Sahara, doivent franchir une mer, la Méditerranée, et doivent arriver chez nous, où nous n'aimons pas tellement vivre avec la forêt. Et alors qu'en Amérique, tout est déjà en train de changer. Et ce qui va nous manquer pour que toute cette vie du Sud vienne nous rejoindre jusque chez nous et que nos écosystèmes puissent être capables de capter l'eau avec la même efficacité que toutes les plantes des déserts, il va falloir que cette microbiologie, que tous ces petits champignons puissent migrer jusqu'à nous. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'ils sont transportés par des moyens intercontinentaux que sont les oiseaux. Qu'un petit oiseau qui va manger un ver de terre, là, quelque part dans la zone sahélienne, ce petit ver de terre va se digérer dans son estomac, mais les spores de ces champignons résistent au suc digestif. Et ils vont voyager
en passant par le Maroc, Gibraltar, l'Espagne, et arriver jusque chez nous. Qu'il y a comme des taxis, des navettes, qui sont mises en place depuis la nuit des temps, où les oiseaux, à chaque migration, une fois au printemps, une fois à l'automne, n'arrêtent pas de fluer, de refluer, et en permanence de rajouter un peu plus de vie chez nous, de cette vie qui vient du sud comme de cette vie qui vient du nord. Dans les périodes de réchauffement, c'est important à s'ouvrir à tout ce qui vient du sud. Dans les périodes de refroidissement, c'est important de s'ouvrir à tout ce qui vient du nord. Vous voyez, ce même système, dans cette respiration cosmique planétaire, permet à nos écosystèmes de s'adapter. Voilà, j'ai mis cette photo-là de cigognes qui ont été photographiées ici, dont certaines étaient baguées et dont la bague a pu nous démontrer que c'est une de ces cigognes-là, je ne sais pas laquelle, était la même que celle qui était là-bas, photographiée à Ouarzazate, au Maroc, donc, et qui venait de la zone sahélienne. Et qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un oiseau migrateur arrive jusque chez nous, ça va permettre l'adaptation de nos écosystèmes au nouveau monde qui vient, et que nous ne saurons pas le faire sans l'appui et le soutien des oiseaux. Nous avons besoin donc de bois qui se décomposent, de champignons mycorhiziens et de plantes capables de capter l'eau atmosphérique. Toutes ces plantes pleines de ces petits idioblastes, ces petits cristaux. On en a plein chez nous. Les lierres. La plupart des plantes à feuillage vivace de nos sous-bois. Peut-on imaginer une forêt sans sous-bois? Une monoculture de hêtres ou de chênes? Non. Il faut du sous-bois, car c'est dans ces sous-bois que se fait cette magie-là de pouvoir capter l'eau du sol, ou dans le cœur de nos haies, où cette eau peut se condenser et ensuite se diffuser par ces champignons jusqu'au milieu des parcelles, par les autres champignons qui vont diffuser l'eau un petit peu partout. Voilà ainsi dit que sans les oiseaux, nous n'y arriverons pas, que cette condensation peut se fixer un petit peu partout pour peu que nous soyons aidés par tous les animaux et toute la richesse des écosystèmes de la Terre. C'est ce qu'ont compris les Chinois notamment, où ils font reverdir des déserts sans eau et sans irrigation. Pour aller plus vite, dans certains cas, ils irriguent un petit peu, mais ils sont capables de le faire sans eau, comme avec les prosopis. Mais ils ont trouvé des plantes qui fonctionnent bien comme ça. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Toujours ça au Mandchourie, ici. Les forêts du Kazakhstan. Imaginez-vous que ce sont des forêts qui, aux mêmes latitudes que nous, ne trouvent que 300 mm d'eau par an, alors qu'ici on doit être à 650, 700, on ne sait pas. On en a 2 fois plus. Ils ont des forêts d'arbres fruitiers qui produisent une diversité de fruits tout à fait exceptionnelle, avec beaucoup moins d'eau. Vous voyez qu'on peut arriver à faire venir quand même des forêts. La nature sait le faire, mais si elle sait le faire, c'est parce que l'eau qui est évaporée par les arbres est recyclée directement par le sous-bois et que la même eau peut passer plusieurs fois dans différents végétaux. C'est ce qu'ont compris les gens dans les déserts. Et c'est ce qu'ont aussi compris les castors. Les castors, lorsque Suzanne me les a fait connaître, ce que j'ai pu observer, moi, l'adorateur des champignons, du grand champignon créateur du monde, du ciel, de la terre, que ces champignons-là émergent particulièrement où le castor existe. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas bien l'expliquer, mais ce que j'y vois, c'est qu'autour des castors, il y a plein de bois morts. Ce bois mort qui permet aux champignons, grands maîtres de l'eau, de pouvoir se diffuser, de diffuser l'eau de la zone autour de son barrage jusqu'à quelquefois 100, 150 mètres, et même 50 mètres en altitude, que cette eau peut se diffuser par les champignons. Ce que j'y vois, c'est que où vivent les castors, il y a plein d'oiseaux, ces fameux oiseaux qui viennent du sud, qui dans leur grande migration amènent un petit peu de ce qui va permettre à notre monde d'évoluer, de s'adapter à ce redoutable changement que nous abordons aujourd'hui. J'y vois que
Les castors n'ont pas besoin de permis, n'ont pas besoin de science, n'ont pas besoin même de grande conscience pour essayer de changer le monde. Eux ne philosophent pas comme nous sur la manière de le faire. Eux, ils le font pour de bon. Soyons donc des castors et modifions le monde. Soyons comme eux, des créateurs d'écosystèmes, des agrandisseurs de monde. La vie est belle. Merci à tous. Et le voilà. Et Suzanne nous a proposé de nous le commenter, et d'abord en rappelant à ceux, peut-être certains ne l'ont-ils pas vu, quel est le nom de son dessin. Est-ce que vous l'avez vu? Il est écrit sur l'affiche, ce nom. Mais moi non plus, je m'en souviens plus. Alors, Mais c'est pas grave. Avec cette proposition de réfléchir à la pluie sur le bassin versant de la Vrille, on sait que si les sols ne sont pas capables d'accueillir la pluie, l'eau ruisselle, descend dans les cours d'eau qui sont recalibrés et incisés. Et donc c'est un petit peu à la conjoncture de comment parler de la pluie, mais parler de ceux qui font la porosité du sol. Et donc c'est pour ça qu'il y a les empreintes d'ongulés, le écureuil qui creuse pour enfouir ces choses, les lapins de Garenne qui sont aussi une espèce clé de voûte qui a totalement collapsé, mais sans lapins de Garenne, il n'y avait pas de prairie. Et juste par leur abondance, parce qu'on dit toujours auparavant il n'y avait que de la forêt, mais il y avait aussi des prairies et des fabricants de prairies, des lapins de Garenne, et donc ils avaient un impact de paysagiste, de transformateur de paysages, de la même manière que les castors. Et le groin du sanglier et tout ce qui creuse, tout ce qui griffe, tout ce qui enfouit, tout ce qui gratte, tout ce qui fait sol en fait, tout ce qui enterre. Voilà, donc c'était pour parler de la pluie, mais des sols aussi. et tu l'as intitulé « Les trous vivants du sol accueillent la pluie ». C'est le titre que tu nous as donné. Oui, alors cette notion de trou vivant, c'est Marc-André Sellos qui la formule, et lui il oppose vraiment les trous vivants faits par les vivants aux trous morts qui sont nos canalisations, nos cimetières avec des caveaux, toutes nos infrastructures souterraines dans lesquelles on enfouit, on enterre tous nos déchets, etc. etc. Voilà. Et donc, je vais reprendre ces histoires de castors, mais hier on a un petit peu parlé surtout de leur effet sur l'hydromorphologie, sur la morphologie du cours d'eau qui historiquement était complexe et maintenant est très simplifiée. Et dès le... Bon, je vais essayer de m'y retrouver dans mes notes. Donc à la fin de la dernière ère glaciaire, la succession de vie, la végétation, la glace remonte, la vie suit et voilà, donc la vie commence à reprendre. Bon, alors il y a deux choses. Donc là, c'est le temps profond de la rivière qui explique que au départ, il y a l'air minéral, il y a l'émergence ensuite du végétal, c'est un axe où il y a le temps et la complexité du cours d'eau, d'une part, et la composition du cours d'eau, avec la complexité de ce de quoi se nourrit un cours d'eau. Et donc, quand le végétal émerge, il commence, grâce aux champignons et au végétal, à éloigner l'eau le plus loin possible et la faire monter là où elle n'est pas. Et le végétal tombe dans l'eau, il se décompose dans l'eau, il entrave le sédiment, il pousse, enfin voilà, il complexifie
le parcours de l'eau. Il y a 8 millions d'années arrive le castor et lui, il retient encore plus l'eau parce que lui, il reconnecte vraiment de bord à bord et ralentit encore plus, de manière encore plus efficace l'eau. Plus il taille et broute, il met intentionnellement le bois dans l'eau, donc il augmente la complexité du parcours de l'eau et la quantité de bois dans l'eau. Arrive la déforestation et la simplification du cours d'eau, et là on tombe dans le lien agriculture et castor, parce que on veut cultiver sur des sols un petit peu plus asséchés. Donc on simplifie, on recalibre, on draine, on a une culture de retrait d'embâcles, de rivières propres, et on arrive parfois à des cours d'eau qui sont revenus sur la roche-mère comme il y a 400 millions d'années. Mais on peut régénérer les cours d'eau avec la médecine castor. Bon, ça, c'est une version un petit peu accélérée et simplifiée. Pour revenir à l'ère glaciaire ici, par exemple. Et donc le castor, il y avait en France, le castor, il était présent dans la péninsule ibérique, en Italie, tout ça, un petit peu dans le sud-ouest. Et donc les réserves de castor étaient là, donc vous étiez sous la glace. Donc la glace remonte, le végétal remonte, les castors ils suivent les rivières et dans les rivières suivent le cortège de vie. Et dans ces espèces qui suivent la vie des cours d'eau, régénérés par les castors, il y a l'humain. Et là, il y a une super thèse d'archéologue qui est sortie il y a 2 ans qui explique pourquoi ce cortège de vie, parce qu'eux ils sont capables maintenant, ils ont des données, ils savent exactement ce que les humains ont mangé où en Europe, à quelle période, et ils sont capables de savoir si l'humain par exemple a mangé des poissons d'eau lentique ou d'eau plus accélérée. Donc si c'est des eaux un petit peu plus lentiques, ça veut dire que le castor il était là, puis il a ralenti les cours d'eau. Et donc ils ont fait ce diagramme où le castor est vraiment au centre parce que c'est de lui dont dépendent la vie des batraciens, des oiseaux migrateurs qui ont besoin de ces points d'eau, et des poissons bien sûr, de tout ce qui est cueillette, donc l'humain se nourrit dans ces endroits. Il spécule que la rencontre entre le sanglier et la domestication du cochon s'est faite dans ces anciens bassins de castor où les cochons venaient creuser avec leur groin. Et voilà. Et il parle, et il retrouve énormément de cet objet qui est, bon là c'est une mâchoire de ragondin, mais c'était une mâchoire les mâchoires de castor qui donc ont du fer dedans et qui sont capables de couper des arbres, étaient utilisées, c'est l'ancêtre du couteau croche en fait. Je crois que ça s'appelle les couteaux croches, ceux qui ont une lame un petit peu ronde comme ça et arquée. Et on sait maintenant que les sculptures ont été faites comme ça, et c'était quelque chose dont on se servait tout le temps. Et on s'en servait jusqu'à ce qu'il en reste à peine. Et après, on retrouve ces vestiges de dents dans les sépultures. Mais, pour revenir à castor et agriculture, donc là, on comprend quand même que le castor est une espèce facilitatrice. Il crée cette abondance de vie. Et les humains qui ne vivent pas dans les zones humides, mais qui vivent un petit peu en amont et sur les petits plateaux autour des rivières et autour des lacs. Et ensuite, il y a plusieurs points d'entrée dans les mythologies qui nous indiquent une compréhension que le castor était compris comme celui qui amène donc l'eau et la vie. Donc dans l'Avesta, qui est de Perse, la déesse Anaïta est représentée avec 30 ou 300 fourrures de castor. Et Anaïta, donc il faut comprendre qu'en Perse, il y a une pauvre pluviométrie, et elle est la déesse des eaux et du bétail, donc de la fertilité des sols. Et bon, elle porte des fourrures de castor, on peut spéculer qu'elle est un castor.
enfin je spécule qu'elle est un castor. Pour certains peuples premiers, bien sûr, le castor était sacré à plusieurs endroits et pour plusieurs raisons, mais encore des raisons liées à l'agriculture. C'est pour ça que je me permets de les mentionner. Dans les grandes plaines, quand le castor, enfin, ils savaient que c'était le castor qui retenait l'eau et qui pouvait, qui amenait les bisons et qui amenait donc l'abondance. Donc ils ont refusé de les tuer au moment de la traite de la fourrure. De la même manière, pour d'autres peuples premiers, il est aussi sacré, mais plutôt en lien au saumon. Et le saumon, c'est une base de l'alimentation. Et donc il y a peut-être 3 points où le castor est lié à l'agriculture, c'est la pisciculture, l'élevage et la sylviculture. Et une des expressions des peuples premiers, c'est que le castor a appris au saumon à sauter. Et ça, c'est important de le mettre, de s'en souvenir, parce que bien sûr, ça implique une connaissance de la coévolution des 2 espèces. Si le castor a 8 millions d'années, le saumon, je crois qu'il en a 6 ou 4 ou 6 millions. Et c'est des espèces qui ont coévolué de la même manière que nos poissons endémiques ont coévolué avec castor fiber. Et ça, je l'ai dit pour les pêcheurs, pour les douleurs de croissance qu'il va pouvoir y avoir ou qui existent avec les pêcheurs. De faire du castor mimétisme, ça a été beaucoup pratiqué dans le Pacifique Nord-Ouest pour aider au saumon à revenir. D'une part, pour créer une diversité de vitesse d'eau, de profondeur d'eau, parce que comme vous devez savoir, l'eau se réchauffe avec le réchauffement climatique, pas seulement à cause des centrales nucléaires, mais voilà. Et quand le castor est là, puisque c'est une grosse espèce, lui, il fait monter l'eau et il creuse pour pouvoir circuler en profondeur sans être vu par les prédateurs. Donc il crée des refuges thermiques pour plusieurs espèces qui ont besoin d'eau plus fraîche. Par-delà ces enjeux de température, il y a une complexité de profondeur d'eau qui font qu'il y a une complexité d'habitat. Parce que les poissons n'ont pas seulement besoin d'une autoroute pour monter et descendre, ils ont besoin de garde-manger et de pouvoir se cacher à différents stades de leur vie. Et c'est la même chose que ce soit pour les poissons ou pour les batraciens, pour les insectes, etc. etc. Chez nous, les bons sols de vallée ont été créés par les castors. Alors la France, un tiers de la France était une zone humide. Et ça, c'est dans le livre de Stéphane Durand, La France, du biologiste Stéphane Durand, La France, 20 000 ans d'histoire. Il explique que nous, on était une vaste zone humide avec des rivières, les rivières les plus belles d'Europe qui étaient transparentes et magnifiques. Voilà. Et alors, comment est-ce que le castor crée ces sols de vallée qui sont les sols les plus riches? Donc, c'est une espèce de représentation du temps profond. Donc, historiquement, la vrille, typiquement, elle devait se déplacer dans toute la vallée. Et on voit qu'il y a certains moulins qui sont d'un côté de la vallée, certains de l'autre, parce qu'on a mis le bief ici, là, mais historiquement, ça devait, grâce à la présence des castors, se déployer dans toute la largeur du bassin. Ensuite, il y a eu les cités lacustres dans certains endroits. Souvent, on a mis les maraîchages sur les marécages. Et alors, comment est-ce qu'on crée ces très bons sols? C'est parce que le castor, il broute en permanence des plantes qui bénéficient d'être broutées. On sait que le sol, tout ça, plus on taille, plus ça alimente le sol, plus le sédiment est retenu. Et donc, ils ont aggradé les sols pendant longtemps.
Et puis, donc nous, on les tue et on se sert de ces très bons sols de vallée. Mais on doit nos meilleures terres agricoles de vallée à l'abondance de vie qu'il y avait dans ces vallées. Ensuite, je voulais donc ça c'est un contexte que je voulais juste montrer. Donc là c'est une cohabitation élevage castor. Pourquoi c'est une question importante? Parce qu'avec ces stress hydriques, avec comment est-ce qu'on avance dans le futur, on est obligé de réfléchir à comment est-ce qu'on réinvente les alliances possibles pour vivre ensemble. Et là, on est dans un contexte d'un éleveur de Angus, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette vache noire, qui donc avait un rue et qui, pour entretenir sa rivière, il tuait le castor depuis des années. Et puis il a été accompagné par des biologistes qui lui ont dit, mais en fait, si vous voulez, en fait, lui pensait être vertueux. Il n'est pas protégé. Ici, en France, le castor est protégé. C'est 120 000 euros pour tuer un castor. Et donc, accompagnés de biologistes, ils ont mis des barrières qu'on a vues tout à l'heure pour empêcher les vaches de s'approcher de la ripisylve, parce que les vaches mangeaient tout, les saules et tout ça. Et ils ont donné de l'espace au cours d'eau et ils lui ont dit arrête de tuer les castors pour voir ce qui se passe. Et donc ce qui se passe, c'est cette abondance de vie, beaucoup plus d'eau pour les pâturages, des temps de pâturage plus longs. Bon, ça c'est un petit peu juste pour montrer la biodiversité, mais ce que je vais vous montrer, voilà, c'est ce même site vu de haut. Donc ça, on voit la taille du cours d'eau avant, ici. Donc ou ici. Il fait 2 mètres de large. Et là, le castor a permis au cours d'eau de se redéployer jusqu'ici. Ça, c'est une roselière l'hiver. Bon, les roseaux, ils sont marrons parce que c'est l'hiver. Mais donc, ils se déploient. Et là, on voit par exemple un des ouvrages. Il y en a plein. Et là aussi. Donc, et ça, c'est une seule famille. Une famille, ça prend quelques kilomètres. Et voilà, c'est capable de remonter la nappe jusque-là. Et pour revenir à la vie humaine qui s'installait à proximité des castors, en aval de ce site, après le retour du castor, ils ont trouvé une pierre de pilon, où les peuples premiers s'installaient juste. Eux, ils savaient qu'ils vivaient à côté du castor, parce que là, ils pouvaient pêcher tout le temps. Ils ne mangeaient pas des grenouilles comme nous, mais voilà, il y a une abondance de grenouilles, etc. etc. Et on voit très, très clairement le déploiement. Et je crois que c'est tout ce que je voulais raconter. Ah oui, et bien sûr, pour la sylviculture, c'est face aux méga-feux. Pareil, dans le Pacifique Nord-Ouest, il y a des méga-feux tout le temps. Maintenant, c'est ça le paysage. Et là, c'est les grandes exploitations sylvicoles qui ont compris que vaut mieux. En fait, tout simplement, les cours d'eau en bonne santé, ils font barrière, ils peuvent faire barrière au feu. Et donc, eux, ils emploient des personnes pour faire du mimétisme castor, pour aider le castor à revenir. Parce que le castor, dans un contexte comme celui-ci, ne peut pas revenir parce qu'il n'y a rien à manger. Voilà. Et bien sûr, il y a des enjeux de tuer tous les poissons du cours d'eau parce que
s'il y a un orage sur un endroit comme ça, toute cette cendre descend dans le cours d'eau et toutes les truites sont tuées en une nuit. Voilà. Voilà pour le lien castor et agriculture et eau. Je te passe la parole. Merci. Frédéric, sur l'autonomie alimentaire. Comme vous le voyez, c'est pas l'autonomie alimentaire, mais C'est vert. Donc c'est vers l'autonomie alimentaire. Hein. C'est un petit mot quand même qui est important à préciser parce que l'autonomie alimentaire, elle est quand même pas facile à atteindre. Donc voilà. Alors moi, je vais pas vous parler d'eau, mais sans eau, pas d'agriculture. Hein. Donc il y a un lien quand même forcément. Mais voilà, je vais vous parler d'aller vers l'autonomie alimentaire, parce que je pense que chacun à son niveau peut y participer. Et voilà, et faire un petit constat de départ pour dire que, Vincent, tu dois le savoir évidemment, c'est que les paysans nous ont toujours nourris, hein, depuis toujours, et ils vont continuer, j'espère. Et voilà, ils étaient 75% de la population active, c'était des paysans en 1955. Je ne sais pas si vous savez combien ils sont aujourd'hui, mais c'est dérisoire, c'est 1,1%. Donc ça fait un peu mal au cœur. Et voilà, il y avait 2 228 000 exploitations en 1955 et il n'y a plus aujourd'hui que 390 000 fermes. Donc des fermes de plus en plus grandes, bien sûr. Donc voilà, on va vers ce modèle. Malheureusement et heureusement, tout le monde n'y va pas. Donc tant mieux. Mais voilà. Donc, et puis il y a 54 000 hectares de terres qui disparaissent aussi tous les ans à cause de la bétonisation des terres agricoles, l'artificialisation des sols. Voilà. Un petit chiffre qui est parlant également, puis après j'arrêterai avec les chiffres, c'est le chiffre 3. 3, c'est 3 jours d'autonomie alimentaire en Île-de-France, si toutefois on n'avait plus d'énergie pour acheminer la nourriture. C'est pas un scénario de science-fiction, hein, je veux dire, c'est des chiffres réels, quoi. Donc ça laisse quand même un petit peu à penser que si on n'a que 3 jours d'autonomie alimentaire, il va falloir quand même se retrousser les manches et puis aller faire pousser les carottes ou autre chose, comme vous voulez. Voilà, donc bon, évidemment, comme vous le savez aussi, on est dans une période où l'agriculture est quand même mise à mal par certains syndicats que je ne vais pas nommer, bien sûr. Voilà, on a des lois qui s'appellent la loi Duplon. Je vous signale quand même qu'on est pas loin du million de signatures contre ça. Et on peut applaudir. Donc quand la société civile se mobilise, ça marche. Hein, c'est une bonne nouvelle. Donc cette loi va repasser à l'Assemblée à l'automne, en espérant qu'elle soit révisée et annulée, hein, bien sûr, en espérant aussi qu'ils ne nous en mettent pas une autre qui lui ressemble étrangement et qui s'appelle autrement. Mais bon. En attendant, on en est là. On a supprimé les ZFE, hein, les zones à faible émission. On encourage les méga-bassines. On a des algues vertes avant de finir en Bretagne. Je ne vais pas vous faire un tableau apocalyptique parce qu'on ne va pas plomber l'ambiance, n'est-ce pas? Et la vie est belle, exactement. Donc voilà. Je vous rappelle quand même qu'en 2011, je ne sais pas si vous connaissez Olivier de Schutter. Oui, ça vous dit quelque chose. Donc c'est un juriste, hein, un spécialiste du droit international, qui a fait un rapport au Haut Commissariat je ne sais jamais comment on l'appelle, ce Commissariat des droits de l'homme, tout simplement. Et donc il a fait toute une étude pour montrer que l'agroécologie pouvait nourrir le monde.
Hein? Bon, pour l'instant, n'est-ce pas, on n'en a pas vu les conséquences politiques réelles sur le terrain, mais en tout cas, il y a bien sûr plein d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Mais ce n'est pas l'objectif de la politique et de la politique agricole commune, encore moins. Hein. Mais bon, on espère qu'un jour, ça ira mieux. En tout cas, ce qui est important également, c'est que à l'heure actuelle, il y a tout un mouvement aussi et depuis, pas que à l'heure actuelle, mais depuis un petit moment. Depuis un petit moment, on parle d'agriculture urbaine. D'accord ? Alors, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées d'agriculture urbaine au cours de l'espace et du temps. Et là, on se retrouve sur la pelouse de la Maison Blanche. On est en 1943, donc en pleine guerre, et la femme de Roosevelt, Éléonore, décide de faire un potager bio sur la pelouse. Et elle appelle ça les Victory Gardens, les jardins de la victoire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi elle fait ça, évidemment? Parce qu'il y a quand même problèmes d'alimentation, hein, on est en pleine guerre, donc voilà. Et donc, en fait, son idée, c'est d'encourager la population américaine à faire des jardins potagers partout où c'est possible. Dans leurs jardins, bien sûr, s'ils en ont, dans les parcs et même sur les toits des immeubles, enfin partout où c'est possible. Et on se retrouve, je regarde mes notes parce que moi je suis un peu fâchée avec les chiffres, et on se retrouve en 1944 avec 20 millions de potagers individuels et collectifs, donc un peu partout, et qui produisent 8 millions de tonnes de nourriture, soit 42% des fruits et légumes du pays. C'est quand même pas mal. Hein? Alors Michelle Obama a voulu faire la même chose. Malheureusement, la pelouse bio avait été polluée par son prédécesseur, M. Bush. Et donc, l'expérimentation n'a pas eu lieu à nouveau. Je ne sais pas si aujourd'hui ce serait possible, je ne crois pas. Voilà. Un autre exemple, c'est ça, tu m'as dit. Voilà. Alors, on descend là, on était en Amérique du Nord, on descend vers le sud et on est à Cuba. On est à Cuba en 1989, donc ça vous dit quelque chose, le mur de Berlin qui s'écroule, etc. Et l'URSS qui ne fournit plus rien à Cuba. Ni les engrais chimiques, ni les pesticides, ni le pétrole, rien, etc. Donc Cuba se retrouve bien embêté. Et en 1991, c'est la Révolution verte. Et le gouvernement décide de créer ce qu'on appelle donc ces organoponicos, ce qui veut dire des jardins à haut rendement. Et là aussi, partout, un site à cultiver, partout où c'est possible. Les jardins sur les toits, dans les parcs, et bien sûr dans les champs aussi. Et on se retrouve du coup en 1991, donc après cette révolution verte, et on se retrouve en 2021, on comptait 500 000 exploitations agricoles urbaines sur 2 millions d'hectares. Donc c'est pas rien hein, quand même comme chiffre. Et ces jardins, bien sûr, ils jouent un rôle de sécurité alimentaire avant tout, mais aussi de préservation de l'environnement, parce que pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, on cultive bio, hein, on réinvente le compost, on réinvente les insecticides naturels, etc., etc., etc. Voilà. Et donc l'ONU a déclaré à ce moment-là, le pays a un indice de développement humain élevé et une faible empreinte écologique sur la planète. C'est l'ONU hein, qui l'a dit, c'est pas petite ONG ou une association de gauchistes terroristes, d'affreux terroristes. D'ailleurs, à propos de terroristes, si Gilles avait été là, quand il a un badge, Gilles, il n'y a pas marqué paysagiste, hein, il a marqué éco-terroriste. Voilà, parce que c'est comme ça que Darmanin a nommé les gens comme lui. Hein, donc, voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, un autre exemple, nous sommes en Angleterre.
Et là, nous sommes en Angleterre en 2008. 2008, hein, vous vous en souvenez, c'est la crise, rien ne va plus, c'est la catastrophe. Et Todmorden est une petite ville qui est à une trentaine de kilomètres de Manchester. Et il y a du chômage, enfin, c'est un peu la catastrophe comme dans beaucoup de villes du monde. Et il y a deux femmes qui décident de mettre des bacs dans lesquels elles ont planté des légumes et elles mettent dessus une petite ardoise, food to share, nourriture à partager et help yourself, servez-vous. Voilà. Ce petit mouvement de rien du tout, enfin cette petite initiative au départ de rien du tout, entraîne une cinquantaine d'habitants de la ville qui vont faire la même chose, qui vont mettre des bacs un peu partout, qui vont planter. Et même, vous voyez, ça c'est devant le commissariat. Eux aussi se sont mis à planter, au lieu de taper sur les gens, et bien ils tapent sur la tête. Voilà. Et donc, ça a tellement bien marché que toute la ville, en fait, s'y est mise quasiment. Et ils ont 3 axes. Ils avaient au départ, et ça continue, ils avaient 3 axes donc, dans ce mouvement. C'est l'action collective, hein, faire ensemble. L'éducation. Ils ont appris aux enfants des écoles à jardiner, à planter, à récolter, etc. Et l'économie. Et oui, parce que, en fait, toute cette nourriture, évidemment qu'ils s'en sont servis pour manger, ils ont fait des repas collectifs, ils ont fait des soupes, ils ont fait un tas de choses festives aussi, c'est formidable. Et il y a eu des formations aussi de jeunes qui ont créé leur propre maraîchage. Et donc, ils étaient, je crois, je ne dis pas de bêtises, ils étaient à 83% autonomes en besoins alimentaires 3 ans après, donc en 2011. Et aujourd'hui, ils sont à 100% autonomes. Parce qu'ils ont créé tout autour de la ville des maraîchages, des champs, et tout le monde cultive, etc. Non, pas tout le monde cultive. Ils ont formé des gens qui cultivent, et donc ils sont entièrement autonomes. Donc c'est possible. C'est vraiment possible. Donc, voilà, c'est des exemples, je trouve, à travers le monde qui sont parlants. Il y en a d'autres chez nous aussi, quand même. Hein. Il n'y a pas qu'ailleurs qu'il se passe des choses. Alors, oui, voilà, ça, c'est les incroyables comestibles en Russie. Je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui. Bon, ça, c'est en France. Ah, non, alors, on est sur autre chose, là. Comment on retourne en arrière, comme ça. Voilà, food to share. Voilà, on va passer à autre chose. En France, les jardins ouvriers, vous en avez sans doute entendu parler, il doit y en avoir encore par ici. Donc ça a été créé en 1896 par un abbé Lémire, qui était député de la Somme, dans le nord de la France. Et qui s'est dit, c'est les ouvriers qui sont arrivés, ont quitté leur campagne, parce que l'exode rural, bien sûr, les ouvriers du 19e siècle étaient les paysans avant de devenir ouvriers. Et donc il a eu l'idée de créer, enfin de donner à ces ouvriers des parcelles pour qu'ils puissent cultiver. La raison évoquée était qu'ils retrouvent un coin de nature qu'ils avaient perdu. La deuxième raison était qu'il y ait un complément d'alimentation pour eux. Mais il y avait des raisons qui n'étaient pas évoquées, mais qui étaient très claires. C'est que l'abbé se disait, pendant qu'ils sont dans le jardin, ils ne sont pas au café, ils ne boivent pas, ils ne parlent pas de politique, donc c'est très bien. Voilà. Donc ces jardins ouvriers, il y en avait 250 000 en 1943. C'est quand même énorme, hein, 250 000, c'est pas rien. Après la guerre, après les deux guerres, donc c'est tombé un peu en désuétude. Et puis en 2008, avec la crise, en 2019, avec le Covid, à nouveau, il y a eu beaucoup de demandes de jardins qui ne sont plus des jardins ouvriers, qu'on appelle des jardins familiaux, et qui, alors avant, on n'était pas du tout en bio, maintenant se sont convertis quand même au jardinage bio, et qui continuent à être, pour certains,
vraiment un apport de nourriture qui est quand même important. Voilà. Et je ne sais pas si... Voilà, ces jardins ouvriers, vous voyez, ça couvre quand même des surfaces très importantes. Voilà, ça c'est en Lagny-sur-Marne, dans les Hauts-de-France. Alors il y a toujours des petites cabanes, c'est toujours en plus assez original. Chacun construit un petit peu des choses. Voilà, alors là, on est dans les jardins partagés. Donc les jardins partagés, il y en a un petit peu dans les campagnes, mais surtout en ville. Hein, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 70 grâce à une artiste qui s'appelle Liz Christine, qui au moment, dans cette période des années 70 à New York, il y avait une déprise foncière énorme. Et elle s'est dit, mais c'est horrible, quoi. C'était des dépôts d'ordures, c'était vraiment moche. Et elle a commencé à faire ce qu'on appelle des bombes de graines, vous savez, on met des graines, et puis on les entoure d'argile, et hop. Et elle les a balancées comme ça par-dessus les palissades, et puis évidemment, il y a des fleurs qui ont poussé, c'est devenu joli, etc. Fort de cela, elle est allée voir la municipalité en disant, laissez-nous jardiner sur ces terrains-là, et comme ça, on entretiendra ces espaces, et ce sera joli, ce sera utile, les gens pourront s'occuper plutôt que de picoler dans ces territoires-là, enfin bref. Donc ça a démarré comme ça dans les années 70. Et il a fallu attendre 1997 pour que ça essaime en France, à Lille. Donc aux États-Unis, on les appelait les community gardens, les jardins communautaires. Chez nous, communautaires, ça passe mal. Donc on les a appelés jardins partagés. Voilà. Et maintenant, il y en a à peu près 2000 en France. Il y en a sur Paris, Paris-Île-de-France, on doit être à 250. Ce qui est quand même, voilà, depuis 20 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Et ces jardins, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, les gens, je vous en montrer d'autres, voilà, ça c'est à Paris, dans le 10e, c'est au sein d'un parc public. Voilà, ça c'est sur le toit d'un gymnase, toujours à Paris, dans le 20e. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on jardine, bien sûr, comme vous le voyez, c'est un brassage. Il y a autant d'espèces végétales que d'espèces humaines, on va dire. C'est un brassage générationnel. Il y a des jeunes, il y a des vieux. C'est un brassage de couleurs. C'est un brassage vraiment de gens qui sont en insertion, de gens qui sont des bobos. Il y a de tout, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important dans ces jardins, c'est que bien sûr, on jardine de façon biologique, mais c'est aussi du lien social qu'on crée. Ce sont des lieux vraiment de rencontre pour que des gens isolés puissent venir. Et puis c'est un échange aussi de savoir et de savoir-faire qui est important, parce qu'il y a des vieux jardiniers qui ont des méthodes que les jeunes apprennent, etc. Donc c'est un joli mouvement. Et dans les villes, c'est un puits de fraîcheur, un jardin partagé, c'est pas négligeable avec le réchauffement climatique. On y recycle les déchets, il y a toujours un compost. Alors, je crois que le petit image de compost, voilà, compost. Hein, où les habitants du quartier peuvent venir déposer leurs déchets, et ces composts sont entretenus par les jardiniers. Hein. Donc voilà, et puis ça fait des jolis paysages. C'est joli quand on se balade dans une rue bien bétonnée, entre les immeubles, etc. Hop, on voit un jardin comme ça, avec plein de légumes qui poussent, des fruits, etc. Donc c'est tout, voilà. Et puis bien sûr, il y a l'idée de la récolte qu'on va partager, avec laquelle on va faire une soupe. Il y a un jardin à Paris, le jardin nomade, tous les ans. D'ailleurs, c'est la compagne de Gilles Clément qui l'avait créé, ce jardin. Et tous les ans, pendant l'hiver, tous les samedis, ils font une soupe. Voilà. Et puis chacun apporte un petit quelque chose, mais c'est avec les légumes du jardin. Voilà. Donc voilà. Tous ces exemples dont je vous ai parlé, en fait, ils ont vu le jour dans des périodes on va dire, de crise, hein, pour la plupart. Hein. Les jardins partagés, non. Mais les autres, oui. Tous les exemples que je vous ai donnés, ils ont vraiment vu le jour dans des périodes de crise et parfois de guerre. Donc,
moi, je me pose un peu la question, je dis pourquoi on attend les périodes de crise? Pourquoi on ne le fait pas maintenant alors qu'on n'est pas en guerre, qu'on n'est pas en crise? On est un petit peu quand même. Mais pourquoi? On pourrait très bien aller vers cette autonomie alimentaire si chacun s'y mettait. Donc moi, j'ai envie de vous dire deux choses. Gardien et jardin, c'est la même étymologie. D'accord? En latin. Donc soyons les gardiens de la terre en étant des jardiniers. Et pour conclure, aux fourches citoyens. Eh ben, Vincent va nous dire comment il anticipe l'avenir. Pour la suite, donc je vais essayer de focaliser un peu ma vision sur l'eau. Alors bien sûr, je suis un humain comme tout le monde, donc l'eau c'est la vie, on l'a vu tout à l'heure, ça c'est clair que je le partage. Après, je suis un citoyen et je suis bien conscient que l'eau est une ressource rare et que ça doit être, enfin, dans ma tête, c'est un bien commun. Donc ça, c'est des choses qui, moi, en tout cas au quotidien, m'interpellent beaucoup, et on essaie de faire aussi beaucoup d'éducation auprès de nos enfants et essayer de partager le fait que c'est important d'en prendre soin. Et bien sûr, quand je regarde mon métier, l'eau, elle est essentielle. L'eau, elle est essentielle au même titre que le soleil, au même titre que mon sol, que les animaux vivants dans mon sol et que mes semences. Sans un de ces éléments-là, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Donc, merci l'eau. Et en contrepartie, l'eau est notamment en puisée, synonyme aussi de difficulté. Je vais essayer de le présenter comme ça en vous montrant un peu ma quête d'adaptation à ces sols de puisée pour la grande culture, parce que c'est notamment lié à l'eau. Et en gros, la grande spécificité de la puisée, quand même, c'est son sous-sol. Ici, on est à Saint-Amand, on est sur un village potier, et les potiers adorent l'argile, notamment du coin. Les agriculteurs n'adorent pas cette argile, parce que c'est une argile qui est inerte, qui ne laisse pas bien pénétrer l'eau, ou en tout cas qui ne fait pas son rôle de retenir l'eau quand il y en a un excès, ou de la restituer quand il en manque. Et donc on appelle ça des sols hydromorphes. On a une couche d'argile qui est très compliquée quand on est agriculteur, et ce qui explique aussi, tout à l'heure je disais, les paysages de puisée, c'est historiquement de la sylviculture et du bocage, parce que c'est les meilleures productions qui peuvent en être adaptées. Et quand on est jardinier en puisée, c'est toujours plus compliqué qu'ailleurs, ça c'est évident. Là voici la raison, je ne sais pas si ça vous fait une apparition aussi bizarre. Donc la difficulté avec mon environnement, c'est le sous-sol. Donc vous voyez, on connaît tous les argiles de puisée, soit elles sont bleues, donc c'est des traces d'oxydation, soit elles sont ocre. Et donc c'est une argile qui montre qu'il y a de l'eau qui reste en surface. On appelle ça sol hydromorphe parce qu'il n'y a pas de circulation en profondeur très rapide de cet excès d'eau. Et en fait, la puisée est assez extraordinaire. C'est pour ça aujourd'hui, moi, j'ai essayé de changer un peu mon point de vue là-dessus. C'est que c'est compliqué, oui, d'être paysan en puisée, mais finalement, c'est un super terrain de jeu pour faire face aux aléas. Et moi qui est assez stimulé par ces enjeux-là, je pense que j'ai choisi ma bonne terre. Parce qu'en fait, on va très rapidement, et les années comme cette année sont très très marquées, on va passer d'une période d'excès d'eau jusque cette année, rappelez-vous, jusqu'en janvier-février. Excès d'eau, ça veut dire vraiment les sols ne sont plus capables de supporter l'eau et elle reste en surface. Donc pour nos cultures, c'est pas possible. Et on passe parce que en fait, ces argiles ne travaillent pas bien à garder l'eau et à la restituer. Parce qu'on a des sols assez superficiels, on va passer tout de suite en 2 mois, février-mars sec, à une problématique d'excès de sec, donc de manque d'eau pour nos plantes. Et ça, c'est compliqué quand on est agriculteur et qu'on a envie de dégager un revenu de son activité, qu'on a envie d'avoir une stabilité de productivité. Mais je pense que c'est aussi un super terrain de jeu pour essayer de trouver des adaptations. Et moi, au quotidien, c'est ce que j'essaie de faire, d'essayer de trouver des adaptations. Et j'aimerais bien pour ça vous rappeler en fait que la nature nous offre gratuitement énormément de services, qu'on appelle les services écosystémiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais gardez bien en tête que 3/4 de ce qu'on consomme, c'est un insecte qui est venu polliniser une plante, quoi. Et c'est gratuit, la pollinisation est gratuite. Et bien en fait, dans mon travail, j'essaie de promouvoir ces processus biologiques. Et pour cela, j'essaie d'activer 4 piliers majeurs. Alors j'essaye parce que j'aime bien la note du vert aussi, on chemine, quoi.
j'ai encore plus que ma carrière pour essayer de progresser et je le sais au quotidien que j'ai des progrès à faire. Mais j'ai fait des choix et des choix qui me sont vraiment utiles pour apprendre au mieux. Le premier choix, c'est le choix de l'agriculture biologique. Donc, en fait, c'est pas un choix que j'ai fait. J'ai repris une ferme qui était déjà en agriculture biologique. J'ai baigné dans l'agriculture biologique. J'ai fait mes études dans l'agriculture biologique. Et je remercie mes parents pour cela parce que ça m'a ouvert énormément de choses. En tout cas, ça m'a appris à réfléchir complexe, à réfléchir système et à ne pas appréhender les choses comme une facilité. La bio, c'est compliqué parce que c'est du temps long. La bio, c'est compliqué parce que c'est le vivant qui va travailler beaucoup pour vous. Et le vivant, on ne le maîtrise pas. Donc la bio, c'est un cahier des charges, on n'a pas le droit d'utiliser des pesticides. Mais pour moi, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment un état d'esprit. Et ce qu'on engage aussi avec la coopérative, c'est ça, c'est un état d'esprit de qualitatif, de respect de l'environnement et finalement de bénéficier des services rendus parce qu'on le respecte en contrepartie. Donc ça, c'est le premier choix, c'est l'agriculture biologique. Et puis, super terrain de jeu parce qu'on s'affranchit de tout ce qui est chimique. Donc, on est obligé de réfléchir à agronomie. Et du coup, quand on va réfléchir à l'agronomie, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Et j'ai de nouveau un deuxième pilier qui va être... Il manque une petite photo. D'ailleurs, c'est celle-ci, mais c'est bizarre qu'il y ait une petite erreur. Ici, il devait y avoir mon petit camembert pour montrer qu'en fait, en bio, on a une diversité de cultures. Moi, je base finalement la promotion de mes processus biologiques, ce que je disais tout à l'heure, la base, c'est la biodiversité. C'est donc la diversité des cultures, la diversité aussi de ce qui n'est pas cultivé. Donc, dans la diversité des cultures, on va avoir deux aspects. C'est-à-dire que je vais avoir plus d'une vingtaine d'espèces chaque année à récolter. C'était normalement mon petit camembert qui était là dans le pilier 2. Et puis, donc, c'est plutôt une réflexion sur l'ensemble de mes surfaces. J'ai plein de choses différemment éparpillées qui sont diversifiées. Et puis, sur une même parcelle, ici, vous avez une petite photo qui vous montre que je vais cultiver plusieurs espèces ensemble parce qu'elles ont certaines synergies. Et puis moi, si jamais j'ai un problème sur une des espèces, je vais pouvoir récolter l'autre. Donc c'est une question aussi de stabilité des productions dans le temps. Mais derrière, c'est quand même la recherche de promotion de la diversité. Donc ça, c'est cultivé, donc ce que je vais récolter et ce qui va me permettre de bénéficier directement de ma vente de grains et donc économique qui va rentrer sur la ferme. Le troisième pilier, c'est une réflexion complètement autrement. Ce n'est pas des espèces que je vais cultiver pour en dégager un revenu direct. C'est des espèces que je vais cultiver pour enrichir mon sol, et ensuite bénéficier des services d'enrichissement de mon sol pour les cultures que je vais cultiver. Donc en plante de service, moi je ne peux pas être agriculteur bio sans le trèfle et la luzerne. J'ai chaque année à peu près 30 à 40% de mon assolement de mes cultures qui sont en trèfle et luzerne, dont je ne touche pas, je ne fais que broyer, restituer la biomasse. J'ai la chance que ces trèfles et luzernes travaillent pour moi dans le sens où ils enrichissent mon sol. Ce sont des légumineuses fourragères, donc elles sont capables de fixer l'azote de l'air et le restituer au sol. Et ce qui est chouette dans la vie, c'est que les céréales ont besoin de cet azote. Donc il y a un ordre chronologique qui est intéressant à mobiliser pour que la céréale vienne au moment où il y ait l'azote disponible. Donc derrière, souvent des trèfles et des luzernes. La deuxième photo, elle date un peu, elle datait de 2018, maintenant ça a fort évolué, c'est dommage que j'en ai pas mis à jour. C'est que j'utilise les arbres. Je fais de l'agroforesterie, plutôt d'un point de vue expérimental, parce que je suis conscient que l'arbre avait toute sa place en pusée, et je veux essayer de recomprendre pourquoi l'arbre participe à la fertilité des sols, et notamment pourquoi l'arbre favorise la circulation de l'eau dans le sol. Donc j'ai une expérimentation sur 20 hectares pour essayer de comprendre différentes modalités où on a une influence de l'arbre sur la circulation de l'eau dans le sol, donc via en fait la diversité des essences qui sont cultivées, mais via aussi leur densité. Petite parenthèse sur l'arbre, l'arbre a toujours été au cœur de la puisée. Dans les années 70, les agriculteurs de puisée ont bénéficié d'aides publiques pour arracher les haies, faire des grandes surfaces, et le paysage de puisée a été transformé en grande partie quand même, en grande culture, grâce à une chose, au drainage artificiel. Mes terres, sur la ferme, j'ai dit 200 hectares, j'ai à peu près un tiers qui sont drainés artificiellement. Donc mon père a créé du drain artificiel, c'est du PVC troué qui sont à 90 cm dans les sols, tous les 12 mètres. Ça a permis en fait l'avènement de la grande culture en puisée parce qu'en fait on a permis à l'eau de circuler grâce à ces artifices. Super quand on est paysan, puisque ça veut dire que l'eau ne reste pas stagnante en excès d'eau.
mais qui pose beaucoup de questions derrière parce qu'aujourd'hui, on constate de l'érosion de nos sols liée à cette circulation qui est fortement favorisée. Et puis, quid de la gestion en aval de ces excès d'eau, puisque comme on favorise la circulation de l'eau dans le sol, on favorise énormément les débits d'eau qui sortent de nos parcelles, alors qu'avant, elles étaient retenues. J'ai donc des parcelles drainées, j'en suis bien content, parce qu'effectivement, ça favorise beaucoup de choses dans mes parcelles. Mais quand je regarde un peu les plans cadastraux, en fait, les anciens avaient un savoir aussi qui était complètement différent, qui était basé avec l'arbre. L'arbre, le talus, la haie et le fossé. Et en fait, j'aimerais bien retrouver ces savoir-faire là, parce que planter du linéaire, c'est bien, mais je pense que c'est pas le mieux non plus. Donc j'apprends et j'en suis bien conscient que l'arbre a toute sa place ici, mais voilà, c'est une ouverture qui est aussi délicate et assez complexe. Et donc pour finir la parenthèse sur les subventions, aujourd'hui, mes plantations ont été subventionnées également. Donc on a subventionné les agriculteurs pour arracher et on nous subventionne en retour. Donc voilà, le système monétaire est plutôt plus gagnant là-dessus et pas spécialement les paysans à mon goût. Le quatrième pilier sur lequel je travaille pour essayer de promouvoir la biodiversité, promouvoir les services rendus par les écosystèmes, c'est la diversité intraspécifique. Au sein même d'une espèce, finalement, à quoi bon n'avoir qu'une seule variété ? Je suis passionné par la diversité cultivée, notamment des blés, mais pas que, pour plusieurs raisons, mais je ne sais pas si c'est la thématique aujourd'hui ou si on a le temps, mais en tout cas, ça peut. La grande chose qui m'a amené à ça, c'est 2008, la sortie d'une étude de la FAO qui mentionnait qu'on avait perdu 3/4 de la diversité cultivée en termes variétales au cours du XXe siècle. Donc l'agriculture moderne a pillé finalement ce qui permettait à nos arrière-grands-parents de se nourrir en termes variétales. Et donc face à ça, j'ai fait un peu de choc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de conserver ce qui existe. Et heureusement, il y a des choses qui ont été conservées du début du XXe siècle. Et donc je me suis lancé à avoir un petit conservatoire à la maison. Simplement, c'est du jardinage, c'est 4 mètres linéaires, une cinquantaine de variétés. Et ce que je pensais rester du jardinage est devenu un travail de sélection parce que je me suis rendu compte que dans mes terres de puisée, finalement, ces profils où en fait ce sont des générations et générations et générations de paysans qui ont sélectionné ces variétés-là, ils sont dans des situations qui sont sans doute beaucoup plus proches que l'agriculture productiviste majeure aujourd'hui, pour laquelle en fait les sélectionneurs travaillent, à savoir quelque chose de très uniforme, très petit, et pas de diversité génétique possible, quoi. Donc moi j'ai appris la diversité génétique, j'ai vu ce que c'était et surtout, en tant qu'agriculteur, j'y ai vu un intérêt parce qu'il y avait plus de biomasse qui était produite. Et notamment dans mes situations où j'ai des sols très compliqués, ces variétés dites anciennes s'adaptaient mieux. Et donc j'ai fait un travail de sélection depuis 2010, je fais un travail de sélection pour essayer de trouver les meilleures variétés qui s'adaptent à mon terroir qui est difficile. Et donc je présente sur le céréal parce que c'est vraiment le cœur de mon métier, mais comme j'y ai pris goût, je le développe aussi sur les légumineuses, sur les protéagineux. Et voilà en gros les essais ou la façon dont j'essaie d'appréhender mon métier. Ce que je peux dire ensuite sur l'eau, c'est que en fait, l'eau, clairement, elle rythme mon temps, moi. Enfin, je suis paysan, et en ce moment, et notamment en ce moment, j'ai une addiction à la météo, c'est incroyable. Donc là, je suis en train de terminer mes moissons qui ont été déjà commencées il y a un mois, et je remercie la météo d'avoir maintenu du sec parce que j'avais des enjeux énormes de récolte. Et là, quand arrive l'eau comme hier ou aujourd'hui, mais on l'attend l'eau en fait, parce que voilà, il y a besoin pour les cultures d'été, et donc l'ensemble de notre quotidien est rythmé par l'eau, quoi. Sans l'eau, sans le soleil, on n'est rien. Et donc moi je suis plutôt dans une posture de dire merci aussi à l'eau, et malheureusement aussi, elle est dure à vivre cette eau, quoi. L'excès de 2024, je l'ai très difficilement digéré. C'est-à-dire que quand on est paysan et que tout ce qu'on a prévu, le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, passe aux oubliettes, tombe à l'eau, clairement c'est le mot, quoi. Tombe à l'eau parce qu'il y a un excès d'eau et qu'on ne peut pas rentrer dans les parcelles, mais moralement c'est super difficile. Vous mettez à côté de ça l'année 2024 où il y a un contexte socio-professionnel très compliqué, où finalement on se rend compte qu'on n'a pas la même vision du monde quand on est paysan
comme je le suis et comme il a été vu à la télé, quand on voit le résultat de ces manifestations sur une loi Duplon, mais moralement, j'étais miné, quoi. Comment on peut vivre avec une représentation du monde si différente, quoi. Et finalement, moi, ça m'a appris énormément de prendre cette claque de 2024. Je n'ai semé que 40% de ce que j'avais prévu. Donc finalement, je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait le meilleur choix. C'était un choix difficile économiquement, mais j'ai fait le meilleur choix, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de bêtises. Ce que j'ai voulu forcer, c'est devenu une bêtise. Et quand on fait une bêtise en agriculture biologique, on supporte cette bêtise pendant 2-3 ans parce qu'on va détraquer les sols, notamment sur les questions de la structure, et ça met du temps à revenir à un équilibre. Donc, quand je me regarde avec un petit peu de regard extérieur, avec un an de digestion, on va dire, c'était une bonne solution de ne pas être allé forcer. Finalement, les conditions météo ne le permettaient pas, il faut l'accepter. C'est dur, on a des doutes, c'est le métier de paysan. Tout à l'heure, j'entendais qu'on a perdu tant de paysans, mais je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à en retrouver parce qu'on a oublié de montrer à quel point le métier de paysan était complexe. C'est pas simple. On essaie de tout nous montrer comme étant simple, mais non, c'est super complexe. Et ce que j'espère, c'est que les nouvelles générations vont être plutôt portées par ce métier, par sa complexité, par essayer de trouver un chemin parmi toute cette complexité du vivant. Et j'espère qu'on y arrivera par ce moyen-là, parce que par les autres moyens, et notamment par la technologie, qui peuvent être utiles, j'en utilise aussi, par la génétique qui est très dominante sur... c'est pas le paysan qui est autonome, ça me questionne beaucoup, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui. La question s'adresse à Frédéric. À propos des jardins, ouvriers, les jardins familiaux, jardins partagés. J'en ai vu quelques-uns sur Paris. Je ne sais pas si on t'entend bien, Oui, François. plus fort. Faut que tu parles, tu me mettes... Oui, d'accord. Voilà. J'en ai pratiqué aussi, avec notre fils à Coulommiers, en région parisienne. Et bon, je me souviens de l'atmosphère, de l'ambiance. C'est souvent des lieux où effectivement il y a beaucoup de relations sociales. Je me demande même si ce n'est pas l'essentiel. Parce que je n'ai pas eu l'impression que c'était fait pour nourrir. Encore moins à Paris. Mais ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, peut-être pour votre fils, donc c'est parti. Mais en tout cas, ce que je te demandais, c'est si à ton avis, c'était pas quelque chose d'éphémère, est-ce que tu as connu des jardins ouvriers, familiaux, ou des jardins partagés, qui ont duré très longtemps, où les parents, les enfants reprenaient, comme chez Vincent presque, la suite de l'exploitation. Alors, il faut savoir que les jardins familiaux, comme les jardins partagés d'ailleurs, sont gérés par des associations. Donc, chaque personne qui veut jardiner dans un jardin familial ou partagé cotise. Le jardin partagé, c'est 20 € par an. Les jardins familiaux, ça doit être peut-être 30. Enfin, c'est vraiment pas des sommes énormes. Et c'est pas quelque chose qu'on va, comme la ferme de Vincent, qui était la ferme de ses parents. Un jardin familial, c'est pas un jardin qu'on va transmettre de père en fils. Mais si les enfants veulent continuer à jardiner quand les parents sont trop âgés pour le faire ou ne sont plus là, bien sûr qu'ils peuvent continuer à le faire, dans la mesure où ils continuent à cotiser et à respecter la charte qui est celle des jardins familiaux. Parce que l'envie est transmise. Oui, l'envie est transmise. C'est vrai que, quand tu dis, dans le jardin où tu étais à Coulommiers, il y avait beaucoup de vieux, apparemment. Il y a de tout, en fait. Il y a un mélange. Et ça dépend des jardins, ça dépend de la volonté aussi des habitants du quartier. Est-ce que c'est des vieux qui vont impulser le projet et qui vont faire que leurs amis vieux vont venir aussi? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des gens qui ont des enfants ou pas? Tout ça dépend. Mais vraiment, globalement, on peut dire que dans les jardins familiaux, on a peut-être une population un peu plus âgée, c'est les ancêtres des jardins ouvriers. On a peut-être une population un petit peu plus âgée, et encore, pas sûr, vraiment je crois pas. En revanche, dans les jardins partagés, on a vraiment de tout. Mais on a beaucoup plus de jeunes que dans les jardins ouvriers, ça c'est sûr. Voilà. Et bien sûr que ça ne nourrit pas les jardins partagés. Les jardins ouvriers sont un bon complément quand même de nourriture pour les gens. Mais en revanche, les jardins partagés, on est en pleine ville. Et les jardins
anciens jardins ouvriers ou jardins familiaux aujourd'hui, sont souvent en périphérie, donc l'espace est plus grand, d'accord, les parcelles sont plus grandes. Parfois, dans le 3e arrondissement de Paris, par exemple, à côté de ceux qui connaissent le marché des Enfants Rouges, il y a le plus petit jardin partagé, qui c'est un mouchoir de poche. Mais il existe, il y a des jardiniers, il y en a pas mal, qui viennent jardiner là, parce que les objectifs de ces jardins, c'est planter des fruits, des légumes, des fleurs, c'est jardiner bio, et c'est créer du lien social. Donc ces 3 piliers-là, s'ils sont réunis, bon, tout le monde est content, quoi. Et ça n'a pas la vocation de pallier. Mais on est content de repartir avec une tomate qu'on a cultivée soi-même. On est content au jardin nomade dont je parlais tout à l'heure. Et puis il n'y a pas que ce jardin-là, mais à l'automne, à l'hiver, de se retrouver le samedi matin, chacun apporte un petit truc, mais on fait la soupe avec les légumes du jardin. Donc voilà, c'est un petit complément, mais c'est quand même un complément, et c'est surtout une façon de partager, quoi. Partager des moments, partager une soupe, partager des rires, partager des emmerdes aussi, parce que les jardins partagés en ont eu, moins maintenant, mais ils en ont eu. Pourquoi? Parce que ils sont éphémères, certains maintenant sont pérennes, mais ils étaient éphémères. Ça voulait dire que au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on les foutait dehors pour pouvoir construire un parking, un immeuble, une école, etc. Donc maintenant, on essaye quand même de les protéger un maximum, d'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est des puits de fraîcheur dans la ville, quoi. C'est hyper important, on en a besoin, dans une ville hyper minérale. Voilà. Moi, je me demandais comment ça a circulé la conversation entre vous deux, entre l'agronome et l'agriculteur. Je peux commencer. Qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Moi, je tiens... Ça marche, oui. Je tiens à le remercier, mais aux 3 collègues, en fait, vous m'élargissez ma vision. Je grandis, enfin, ça m'a nourri en tout cas ce que vous m'avez dit. Et réciproquement. Et Hervé notamment, moi le champignon, oui, mais le champignon c'est une boîte noire, enfin, c'est tellement complexe. C'est pour ça qu'on vous a réunis. Et de voir que le champignon provoque la pluie, extraordinaire. Enfin, merci, et puis merci pour la pédagogie de votre façon de partager, quoi. Enfin voilà, je pense qu'on s'ouvre et on voit les choses différemment, donc extraordinaire. D'accord. Bon.